1er mars 1985. C'est tout à fait fou, entre guillemets, ce qui se passe, ou c'est tout à fait miraculeux, incompréhensible. Il n'y a que le divin, le suprême divin, qui puisse faire cela, ou la mère suprême, enfin, celui qui a fait ces millions de galaxies. Ce n'est pas possible que cela continue comme cela sans qu'il arrive quelque chose dans la matière, en italique. 2 mars 1985, sous l'impossible feu, le corps retrouve la clé de la transformation. Il ne sait pas ce qu'est la transformation, mais il sait, en lettres capitales, le secret central, le levier, la possibilité pratique de supporter ça. C'est tout ce que je puis dire. C'est pratique en lettres capitales. Dans la forêt, on ne peut pas dire le secret, parce que justement, sa puissance opérante doit jaillir du corps même au moment voulu. Il ne sert à rien de dire le secret. Il faut que le corps le trouve ou le découvre. On pourrait dire que la puissance opérante de l'oxygène, c'est quand le corps découvre que ça se respire. Autrement, à quoi ça sert de parler de O égale 16 ? C'est de la chimie intracellulaire et divine. Ça jaillit quand ça devient impérieux, inévitable, à la limite de. Mais ce qui se passe est un impossible mystère, M majuscule. Quel moyen avons-nous de dire ce qui n'existe pas encore ? Mais ça devient. Alors c'est du tout à fait impossible qui devient possible, ou qui se découvre possible, ou qui chemine vers le possible. La nature même de la transformation est une impossibilité possible. Ce sont toutes, je dis bien, toutes les lois de l'univers qui basculent, éclatent ou qui changent. C'est peut-être cela l'œuf ouvert que j'ai vu, la suprême réalité de la matière, M majuscule. Note de bas de page, vision du 24 décembre 1984. Il faut le vivre pour comprendre. Je me demande si la transformation est possible sans une déchirure totale. Point d'interrogation entre parenthèses. Soir. Tandis que je me reposais après le déjeuner, sans dormir, j'ai vu soudain un soleil rouge à demi sorti d'une brume. La lumière était si forte que j'ai sursauté. Mais alors, si ce qui se passe en ce moment, c'est seulement la moitié du soleil, bah. Il n'y a pas de peur dans le corps, seulement la sensation d'une grâce, G majuscule, difficile. Il n'y a qu'une, en italique, chose à découvrir, c'est l'amour du Seigneur pour, dans son univers. Pour s'amuser, je pourrais donner ma formule de la transformation. TM égale TSE. Maintenant, allez chercher. 3 mars 1985. Un fait est devenu très clair. Toutes les douleurs, tous les désastres et les malheurs, tous les sacrifices, les peines de ce qui tourne mal dans la vie sont la nourriture, en italique, de l'araignée. C'est elle qui nourrit la peine pour se nourrir de la peine. C'est un fait absolu, vu, vécu, découvert. À quel prix ? Et je me souviens d'un fait qui m'avait beaucoup remué sans que je le comprenne vraiment. Un jour, j'ai voulu couper un lien qui me tenait beaucoup à cœur
Et j'ai eu très mal. Et je sentais que ce mal faisait encore un voile, une obstruction, un épaississement. Mais alors quelque chose a protesté en moi, presque avec violence, comme une révolte. Mais enfin, j'ai bien le droit d'avoir du chagrin. Oui, c'est le droit de l'araignée. Et c'est très difficile à surmonter, à accepter même. Mais c'est à la racine de la douleur, D majuscule, que se trouve l'araignée. C'est là qu'est son nid. Elle vous laissera jouer tous les jeux de la mort, au besoin avec héroïsme. Mais si vous touchez à son chagrin et à sa peine, elle deviendra féroce. Mais c'est étrange, comme toujours, tout, dans les moindres détails, travaille dans les deux sens. Cette araignée vous tue très bien, elle est à l'origine cachée de plus d'un cancer. C'est une horreur, c'est diabolique. Et en même temps, c'est elle qui vous oblige à aller à la racine pour découvrir le passage de la vie nouvelle, au fond de son trou. Elle est l'instrument de la mort et l'instrument de la vie sans mort. Elle est l'obstacle et le levier. C'est vraiment étrange, comme tout, toujours, travaille dans les deux sens. Ou vous acceptez le défi et vous passez, ou vous tombez dans le piège et vous mourrez. C'est prendre, bien ou mal, la même chose. C'est-à-dire que le mal n'existe nulle part, la mort n'existe nulle part. Ils sont dans notre choix. Si l'on choisit mal, il est juste que la mort vous cueille. Parce que vous n'avez pas trouvé le but de la vie, qui était de déraciner la mort et de trouver la vie divine. C'est la même chose qui tue ou qui sauve. Sri Aurobindo dirait « tout est l'un ». U majuscule. Mais alors il y a un détail bien étonnant dans cette vision que j'ai eue lorsque je suis allé dans l'antre de l'araignée. Décidément, ces visions de la nouvelle conscience sont d'une précision impensable. Tous les détails comptent. C'était une araignée, comme il y en a ici, genre tarentule, avec de longues pattes qui peuvent avoir 5 ou 6 centimètres de long. Et je la voyais mouvoir ses pattes avec une vélocité que je ne soupçonnais pas. J'ai pourtant observé les araignées. Elles montaient et descendaient, se mouvaient latéralement d'une paroi à l'autre, comme quand elles collent ses fils et emballent une victime, mais avec une vitesse dans le mouvement de ses pattes tout à fait surprenante. Et j'ai vu que le bout de toutes ses pattes était orange. Le corps de l'araignée et la moitié de ses pattes étaient noirs et hideux, comme d'habitude, mais le bout de ses pattes était orange. C'est noir et c'est divin. C'est-à-dire que tout fait le travail du divin, même les diables. C'est à nous de choisir ou de saisir l'occasion, le noir ou l'orange de la même bestiole. Soir. C'est seulement dans les rouages secrets du subconscient, cellulaire, matériel, que l'on trouve la clé de la guérison de la matière. La vraie matière, libre et puissante et sans mort. Mais il faut aller jusque-là. Il n'y a pas de mi-chemin, ni de mi-profondeur. La bouilloire se charge automatiquement du nettoyage. Et plus on descend, plus ça bout. On pourrait dire, plus c'est impossible, plus ça devient possible. Point d'exclamation entre parenthèses. Et c'est vrai. Et alors on se demande quel genre de Dieu ils adorent dans les surfaces de la matière et en complet du dimanche. Un Dieu qui est seulement l'envers du diable. En somme, une sorte de prison du diable, avec quelques échappées subreptices et pécantes. Vision. Nuit du 3 au 4 mars, vu Rajiv Gandhi. 4 mars, ça devient tellement terrible. Est-ce que le corps va pouvoir tenir le coup sans se désintégrer? Et ça va en augmentant, c'est fou. Je n'ai pas peur, mais
Comment est-ce possible physiquement? Surtout cette masse bouillante dans le cerveau. 5 mars 1985. L'Inde est très malade. Après-midi. Une sorte de transparence totale où l'impossible semble devenir physiquement possible ou en tout cas supportable. Vision. Ce matin, pendant l'opération, il y a eu soudain un changement de secteur. J'étais dans cette impossible bouilloire, puis tout est devenu très immobile, comme rien n'est immobile sur la terre. Et j'ai vu, sur la petite table près de mon lit, là où d'habitude je mets mon thermos de thé et une tasse, un bol en verre ou en cristal. Et dans ce bol, il y avait une liqueur d'un doré extraordinaire, comme de l'ambre ou comme un cognac très fin. Il n'y avait pas de thermos ni de tasse, mais ce bol de nectar solaire. Je me demande si cela ne correspond pas à la sorte de transparence qui est venue cet après-midi. Dans cette transparence physique, en italique, indicible, plus rien ne semble impossible ni insupportable. C'est subitement tout autre chose d'inexplicable. Ce n'était pas une tasse, c'était un bol, comme un bol à café, mais en verre ou en cristal. Je voyais à travers cette liqueur dorée. « 6 mars 1985. Cela paraît à la fois extrêmement dangereux et extrêmement simple, un peu comme A égale A. Maintenant, je comprends mère exactement. S'il y a la moindre différence, c'est la porte de la mort qui s'ouvre. Note de bas de page, voir agenda 13, 29 juillet 1972, page 253. C'est une sorte de secret pratique de la disparition de l'ego physique. L'ego physique, c'est ce qui fait qu'un corps particulier est séparé de la cheminée, du fauteuil ou du voisin. Il n'y a pas de doute que la seule façon de survivre dans la lave en fusion, c'est d'être comme la lave en fusion. Tout ce qui est étranger, entre guillemets, brûle ou éclate. Seulement, on ne peut pas le dire, il faut le vivre à cette température-là. C'est très intolérant. Point d'exclamation entre parenthèses. Après-midi. C'est à la limite de la dissolution minute par minute. C'est très difficile. On se dit, ah, maintenant tout va partir. Et ça continue et continue, minute après minute. On se dit, est-ce qu'il n'y aura pas un moment où le vieux corps devra mourir? Et cela, ça gâte tout. Si je savais, si le corps savait vraiment poser sa tête sur les genoux de mère, ce serait plus facile. Et puis tout laisser aller. Et c'est ce tout laisser aller qui est physiquement, cellulairement difficile. Alors ce n'est plus du yoga, c'est de la thermodynamique, c'est difficile. Et on sent qu'il y aurait un tout petit abandon central qui suffirait. Mais c'est la limite de cet abandon qui est difficile. Est-ce qu'il faut tout laisser partir? On se dit, ambulando solvitur, mais il faut, ou non, qu'il y ait ou qu'il reste quelqu'un pour ambulare, non? C'est vraiment à la limite. Et c'est cette ultime limite qui est, je ne sais pas. On n'a que sa misère à perdre, c'est vrai, mais on ne peut pas s'empêcher de dire que si l'on éclate, l'expérience est finie, voilà tout. Il n'y a qu'à continuer, on verra bien. Il y a bien des secondes d'abandon total. Mais les secondes durent et la seconde d'avant ne compte plus. 1 heure, 45 minutes.
Cela fait beaucoup de secondes. Et de secondes à la limite. Voilà. Dans la forêt. Par moments, on touche bien le secret. Mais le moment d'après, le secret s'est enfui. C'est comme si le corps devait sans cesse retrouver le secret. C'est quelque chose qui a à voir avec cette transparence physique d'hier. La question reste, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se décomposer pour se recomposer autrement? Point d'interrogation entre parenthèses. Et cela tout de même, c'est un feu d'artifice inusité. Mère disait bien que ces atomes, comme les atomes du tapis ou de la table, étaient les mêmes, et que c'est seulement un changement dans l'ordre ou dans la disposition. Mais enfin, c'est une disposition inattendue ou inconnue. Conversation avec Sujata. Le Seigneur des Nations, point d'interrogation. C'est quelque chose que j'ai vu il y a quand même 2 ou 3 mois déjà, Sujata. Oh, il y a si longtemps! C'était vers la fin de l'année dernière, je ne sais pas quand, je n'ai pas noté. Je n'ai pas noté parce que c'est très occulte. Et ces choses occultes, tu comprends. Ce qui m'intéresse, ce sont les visions que j'ai pour le travail, qui me donnent des indications sur ce que je dois faire. Je suis un homme pratique, n'est-ce pas? J'ai besoin de savoir où je mets mes pieds. Alors, les indications de travail, c'est bien. Les choses qui sont très occultes, comme celle-là, je les regarde, n'est-ce pas? Mais pour moi, cela n'a pas l'intérêt vivant des visions de la nouvelle conscience. Mais enfin, je l'ai vu. Pourquoi ai-je vu cela? Je n'en sais rien. Enfin, c'est si clair dans ma mémoire que je peux te le décrire tel que cela s'est passé. C'était quelque chose de très très bizarre. Je montais de grands escaliers, grands en italique, comme en plein ciel. Chaque escalier était fait d'une dalle en marbre ou quoi, je ne sais pas. C'était une couleur claire et c'était très large. Chaque marche avait au moins 20 mètres de large et 4 ou 5 mètres de profondeur. Et ça montait, il y en avait des quantités. C'était tenu, je ne sais pas par quoi, et il semblait monter comme un plein ciel. Et c'était bordé, je cherchais le nom dans un dictionnaire tout à l'heure, c'était bordé par des espèces de poteaux de bois, un peu comme ce que l'on voit dans... Je n'ai pas retrouvé dans le dictionnaire, malheureusement. Un peu comme ce que l'on voit dans certains temples chinois ou japonais. Ils ont des espèces de piliers qui bordent leurs temples. Souvent des piliers de bois, au sommet desquels il y a un autre morceau de bois qui vient se joindre. Je ne sais pas exactement, c'était un peu comme cela. Note de bas de page, le nom exact est torii. Mais au lieu d'un portique avec un poteau de chaque côté, il y avait un seul poteau, de loin en loin, toujours du côté droit des marches, en montant. Sujata. Oui, à Rangoon, je crois, il y a un temple très connu. Mais simplement, les poteaux étaient là et ils ne soutenaient rien du tout. Oh! Ils étaient comme une décoration ou quoi, je n'en sais rien. Et ce n'était pas sur chaque marche. C'était de loin en loin et ça montait. Ces espèces de grands, énormes gradins montaient. Puis il y avait un palier. Et puis ça remontait, montait encore. Et tout cela dans une espèce de ciel et d'atmosphère très étrange qui me donnait une impression himalayenne ou tibétaine ou chinoise ou japonaise, mais peut-être plutôt chinoise, tibétaine ou quoi. C'était très beau, tu comprends? Mais comme peut l'être la beauté chinoise ou japonaise, qui est une beauté glacée. C'est très beau, mais il y a quelque chose de glacé dans cette beauté. C'est très nu. Simplement, ces grandes dalles qui montaient, et puis, de loin en loin, ces espèces de piliers de bois sculptés, ou pas, à peine, même pas. En haut du pilier, il y avait comme un autre morceau de bois qui venait se fixer. Je ne pourrais pas le décrire. Mais c'était surtout très haut, très haut. Et cette atmosphère vraiment si étrange. Puis je suis arrivée quelque part. Je ne peux même pas dire que j'ai vu une maison ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, j'étais là et il y avait devant moi un grand être,
très grand être, tout vêtu de noir, comme une toge de magistrat ou quoi. Il était entièrement vêtu de noir. Il était très grand. Il avait peut-être, je ne sais pas, 3 mètres de haut, entre 2,50 m et 3 mètres de haut. Très grand être qui avait un air assez maigre. Mais moi, j'étais tout petit, n'est-ce pas, à côté de cela. Et je ne peux pas dire que je voyais vraiment clairement son visage. Alors, ce qui m'est resté, et je ne peux même pas dire que j'avais une sensation quelconque, cela se déroulait comme naturellement. Je ne peux pas dire que j'avais un sentiment, une sensation ou quoi, c'était comme quelque chose qui se déroulait naturellement. Puis je lui ai remis dans la main un agenda rouge. D'où est sorti cet agenda, je n'en sais rien. Je lui ai remis dans la main cet agenda rouge. Il l'a pris en italique, sans le regarder, et il l'a mis sur une étagère qui se trouvait là, en haut. Une étagère, sans le regarder. Et puis il m'a montré un plan. C'était comme un tableau rectangulaire qui avait peut-être... Les proportions sont difficiles à dire parce que cet homme était si grand que... Enfin, cet homme ou cet être était si grand que c'est difficile à dire. Mais peut-être que cela avait 20 cm de large sur 15 cm de haut, je ne sais pas. Et c'était collé ou dessiné sur un fond blanc qui encadrait la chose. Et c'était tout en vert. Il y avait différentes nuances de vert, mais surtout un vert verdâtre, glauque, tu sais, et puis quelques autres touches de vert. Et c'était ça qu'il me montrait. L'agenda, il l'a pris, il l'a flanqué, pas flanqué, simplement comme si cela ne l'intéressait pas du tout, n'est-ce pas? Oui, il l'a mis tout de suite sur un rayon, je ne sais pas si c'était une bibliothèque ou quoi, mais comme c'était très haut, j'ai vu sa main qui posait ça là. Puis il me montrait son plan. Ça, c'était la chose intéressante. Et à ce moment-là, tout a été coupé. Sujata. Mais alors, qu'est-ce que c'était que ce plan vert? Il n'a pas pu expliquer pourquoi il vous le montrait et de quoi il s'agissait. Non, il ne m'a pas expliqué, il m'a simplement... On a été interrompu. Ce que j'ai compris après, c'est que l'agenda, n'est-ce pas, c'est quelque chose dont il ne voulait pas. Mais il a un plan à lui. Ah oui, ça c'est clair. Il a un plan à lui. Un plan pour le monde, pour l'évolution du monde. Il a son idée à lui. Et c'est cela qu'il voulait me montrer. Ce doit être un grand être d'un plan mental quelconque, un asura probablement. Sujata. Est-ce qu'il avait un chapeau sur la tête? J'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression, parce que vraiment je n'arrivais pas à voir distinctement son visage. Il y avait le fait qu'il était tellement plus haut que moi, n'est-ce pas? Mais en effet, il devait avoir un truc noir quelconque, peut-être comme, pas pointu, mais légèrement comme une cape avec une légère pointe peut-être. Oui, oui. Je te le décris très mal, hein. Quelque chose qui collait sur sa tête, qui montait de derrière, n'est-ce pas? Et puis c'était peut-être comme une légère pointe. Sujata. Oui, il était blanc de peau. Il me donnait cette impression, oui. Je n'avais pas une sensation particulière qu'il fût chinois ou japonais ou quoi, je ne pourrais pas dire. Pas occidental? Il donnait plutôt une sensation comme cela dans les blancs, mais je ne peux pas dire exactement. Tu as senti quelque chose? Non, ça m'a rappelé ce que j'avais vu il y a des années et des années. J'avais rencontré un être comme cela qui était habillé tout en noir avec un chapeau justement. Moi, je l'avais pris pour un magicien cet être-là. À l'époque, j'étais très jeune, je ne comprenais pas. Et il voulait nuire aux jeunes filles et moi je protestais. Je voulais protéger les jeunes filles, n'est-ce pas? Mère était là, puis elle était partie. Et je ne sais pas, je me suis trouvée avec un kuja, gargoulette. Il y avait de l'eau et puis un verre en laiton. J'ai pris de l'eau dans le verre, je l'ai jeté sur cet homme parce qu'il voulait nuire. J'étais toute seule, je n'avais pas d'arme, rien. J'ai jeté l'eau. Et à ce moment, le verre même est parti de ma main pour se jeter sur lui. Il était furieux alors.
fou furieux, vraiment. Il voulait absolument, comment dire, me faire du mal. Et juste à ce moment, j'ai senti une grande présence derrière moi, et c'était Mère. Et lui aussi m'a jeté un couteau ou quelque chose, mais cela s'est arrêté parce que à ce moment, j'ai vu une lumière toute blanche devant moi qui me protégeait. C'était comme un mur de lumière, vous comprenez? Et donc, ce qu'il a jeté n'a pas pu traverser. Et votre description me rappelle beaucoup cet homme. Mais peut-être que c'est dans la lignée. Vous comprenez? Pas le même être. Oui, parce que l'être dont tu parles, ça a l'air d'être quelque chose quand même de petit. Plus petit. Il était plus petit de taille aussi. Oui. Tandis que cela, ça m'a l'air d'être quelque chose qui est vraiment très haut et très... Et oui, c'est le grand maître. Il y a un grand maître ou un grand asura qui était là, pas un magicien, pas un type qui s'occupe des jeunes filles, mais un type qui s'occupe du monde et puis qui a son plan à lui. Et justement, il ne veut pas de l'agenda, il a un autre plan, et c'est vert, c'est tout vert, verdâtre. Cet agenda, il était brillant, Sujata, comme un joyau. C'est l'agenda, n'est-ce pas? Il l'a posé là sur un rayon sans même le regarder. Mais cet être-là, ce grand être, ne me donnait pas une sensation spécialement chinoise où, tu sais, ils sont d'aucun pays probablement. Tout cela a l'air d'être dans un monde mental des êtres qui jouent et qui voudraient bien détruire. Pas détruire, mais pervertir l'œuvre de Mère et de Sri Aurobindo dans la conscience mentale. Oui, voilà. C'est comme cet être que Mère a vu et qui voulait faire une fausse religion de Sri Aurobindo, un être cruel, et j'ai l'impression que tout cela, c'est ce monde-là. Mais cela se passait simplement, en tout cas. Moi, je lui donnais l'agenda et puis il me montrait son plan. Silence. Mais c'est sur un plan où, tu comprends, les petites réactions humaines habituelles n'existent pas. Les choses sont vues en grand et il n'y a pas de... Tout est neutre. Oui, tout est neutre. Tout est neutre, on voit les choses, on regarde. Pourquoi on les voit, c'est une autre question. Évidemment, je voulais lui coller l'agenda dans les mains et évidemment, il me montrait qu'il avait un autre plan. Oui. Et rien n'est resté de ce plan sauf les couleurs. Non, c'était simplement un tableau. Ah, un tableau, oh! Pas encadré, il était sur un carton blanc, n'est-ce pas, comme cela, de la taille d'un oreiller peut-être, en carton blanc. Et il y avait au milieu ce dessin rectangulaire. Ce n'était pas un dessin, c'était des couleurs, et tout était dans les verdâtres, avec des touches d'un vert plus clair. Je ne peux pas dire que je voyais des formes particulières. Remarque, cela a été si hâtif que je n'ai pas eu le temps de voir grand-chose. Ce qui m'est resté, c'est la couleur et puis ce tableau. Oui, il l'avait comme sur une table devant lui et il me le montrait. Il y avait l'agenda bien rouge, dans son rouge flamboyant, et puis il y avait ce truc vert. C'était son agenda, lui, probablement. Et ce n'était pas l'amour divin. Ah non, sûrement pas. Mais c'était surtout cette impression que je montais là, vers cet endroit. Je n'ai pas vu l'endroit parce que tout d'un coup, je me suis trouvée en présence de cet être. Mais là, ces escaliers, avec de loin en loin ces piliers, c'était à la fois très beau et très bizarre, tu sais, mais dans le sens de glacé, un peu étrange. Ça avait une grande beauté, en fait, ces grandes marches qui montaient. Et vous avez pris un escalier quelconque pour monter ou vous montiez ces marches? Je montais ces grandes marches, je te dis, comme en plein ciel. C'était à la fois très beau et très bizarre. Cela donnait une sensation ou tibétaine ou chinoise ou quoi. Cela avait la qualité de cette beauté, de leur beauté asiatique ou chinoise, qui est très belle. C'est très beau tout ce qu'ils font. Oui, mais cela a je ne sais quoi qui vous laisse un peu de froid dans le dos. Silence. Alors je me demande ce que ces êtres-là fabriquent. Ils ont un plan, évidemment.
Et il y a un certain nombre d'olibrius maléfiques de grands olibrius, point d'exclamation entre parenthèses, maléfiques qui voudraient bien pervertir l'œuvre. Silence. Évidemment, chez les Chinois ou Japonais, il n'y a pas beaucoup d'âmes, pas beaucoup d'âmes. C'est pour cela que c'est un lieu favori des Asuras. Mais ils aiment la grande intelligence, n'est-ce pas? Ils jouent avec cela. Et ils sont intelligents. C'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être que c'est bien que ce soit noté. Oui, que ce soit noté, mais garde-le à l'état de cassette, parce que matérialiser trop ces choses, ce n'est pas si bien. Même d'en avoir parlé, je ne suis pas sûre que ce soit si bon. Enfin, peut-être fallait-il que ce soit dit. Oui. Mais c'est étrange que vous me parliez maintenant, parce que j'ai terminé mon 2e livre, c'est expédié, les chroniques de mer. Et maintenant, je vais me mettre dans le 3e, c'est l'occultisme. C'est Théon qui vient. Alors, c'est étrange le concours. Mais Théon, il y avait un côté de lumière dans Théon tout de même. Oh, certainement. Et puis il avait près de lui cette Alma, qui avait certainement une âme. Alors cela veut dire que Théon, évidemment, il était un peu entre deux mondes, mais il y avait une lumière quand même, tu comprends? Tandis que ces êtres-là, c'est très glacé. C'est de l'intelligence, de la grande intelligence, mais tout froid. C'est très froid. C'est plutôt maléfique. Et qui veut régner. Ah, ils veulent régner, il n'y a aucun doute. Ils veulent être... Ils sont d'ailleurs, en fait. Ils sont les maîtres de la terre. Ce sont eux qui règnent. Évidemment, s'ils peuvent trouver des instruments humains pour leur servir de petits pantins, ils sont heureux. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. PS. En fait, je crois bien que ce grand être tout noir est celui que Mère appelait le Seigneur des Nations.